Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment trouver sa place dans le monde quand on a 15 ans et le syndrome de Tourette? C'est la question qui hante Max. Max, le héros de Parfois j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. C'est le titre du nouveau roman de Teimark Letan. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche d'Emma Guessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est un anniversaire aujourd'hui, celui de la disparition de Lamartine. Le temps va donc suspendre son vol dans les programmes de français, mais aussi dans ceux d'histoire. L'heure de la récré. Retour de Super Emma, protectrice des animaux. Elle vous parlera de l'initiative de 5 étudiants en informatique. Et puis rendez-vous avec les années collège et notre chroniqueuse et professeure documentaliste Amélie Paris. Elle vous dira tout de Pronote. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Prénom Georges, nom Gilles de la Tourette. Profession médecin neurologue qui a donné son nom à la maladie de la Tourette. Définition, maladie nerveuse dont il est difficile de déterminer la cause, probablement une mauvaise connexion entre les neurones. Symptômes, tics moteurs et vocaux tels que la coprolalie, présence incongrue de mots souvent grossiers dans le flux des paroles, perspective de guérison quasiment nulle, conséquences multiples et souvent désastreuses, tout du moins en ce qui me concerne, mais j'y reviendrai. Celui qui parle, c'est Maxence, dit Max, le héros de Parfois j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. C'est le nouveau roman de Teimark Letan. Il vient de sortir chez Actes Sud Jeunesse. Teimark Letan, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Bonjour, je suis ravi d'être ici aussi. Eh bien, ça commence super bien. En lisant la présentation du livre, je m'attendais à un roman sur ce syndrome, qui est le syndrome de Tourette. Évidemment, il en est question, il y en a même beaucoup question, mais je l'ai avant tout lu comme un grand roman sur l'adolescence et sur ce moment de bascule où on comprend qu'on va devoir affronter le réel. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que... Ouf. C'est le grand moment de solitude. Ah non, pas du tout, c'est vraiment un documentaire sur... Non, mais c'est souvent le cas de mes livres. Vos romans, bien sûr. Quand j'écris un roman, j'ai tendance un petit peu à m'adresser à mes propres enfants. Et c'est vrai que voilà, mes enfants... Moi mon papa, j'ai vraiment fait ça comme un métier, comme une activité, comme un métier. Et c'est vrai que l'éducation de mes enfants, je manquais de temps, donc elle s'est passée un petit peu par le livre. Et donc là, j'essaye de leur expliquer, grosso modo, et puis de ce fait, je m'adresse à tout le public de lecteurs, tous les lecteurs, que quand on a un problème, on peut réussir à s'en sortir et on peut réussir à s'émanciper. Et là, en l'occurrence, Maxence, le héros de l'histoire, va choisir le chant. Il va choisir le chant, mais on va quand même avant. Pourquoi vous l'avez doté alors de ce syndrome en particulier, le syndrome de Tourette? C'est parti. J'ai attaqué ce sujet pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'était que moi, dans mes premiers romans, il n'y a pas de gros mots. Parce que toujours, mon métier de papa, j'ai dit à mes enfants, il ne faut pas dire de gros mots. Et je me voyais mal écrire des gros mots dans un de mes romans. Donc à un moment, je me suis dit, tu vas écrire un roman, et puis là, tu vas te défouler. Et j'ai tout de suite pensé à la Tourette. Et ce qui était vraiment une mauvaise raison. C'est une mauvaise raison, parce qu'après, en me renseignant effectivement un peu plus sur ce syndrome, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était la chose qu'on retenait de cette maladie. Ça s'appelle la coprolalie, de dire des gros mots de manière... incontrôlable, incontrôlé. Et que c'était une maladie qui ne se résumait pas du tout à ça. Et donc, pour le coup, je pense que dans ce livre, il n'y a pratiquement pas de gros mots. En tout cas, aucun gros mot qui est exprimé par Max. C'est vrai. Il y en a enfin, un quand même. Non, il y en a quelques... Ouais, on va pas spoiler, mais... Ouais, il y en a quelques-uns. Voilà. Mais qui compte. Voilà, il y en a un qui compte. Voilà. Mais au contraire, voilà. J'étais parti d'un fait et puis je m'en suis éloigné. Et puis finalement, il n'y a pas de gros mots. Et puis il y a eu aussi l'observation, je dirais, d'un acteur, un moment qui passait en interview et qui était bourré de tics. C'était qui, vous vous souvenez? Oui, c'était Vincent Lindon. C'était Lindon, oui. Je vais vous dire, quand vous dites tic, on pense Vincent Lindon. Ouais, c'était Vincent Lindon. Et je le voyais dans des films et je me disais, mais c'est étonnant. C'est étonnant, effectivement, à partir du moment où il rentre dans une activité, je dirais qu'il passionne, une activité de nature artistique. Il n'a plus de tic, il bégaye pas. Enfin, c'est comme certaines personnes qui bégayent, qui ne bégayent plus quand elles chantent ou quand elles jouent de la comédie. Voilà, c'est ça. Et ça m'a fasciné, et ça m'a vraiment donné envie de travailler sur cette maladie. Donc on a ce personnage, Max, très attachant, qui a ce syndrome de Tourette, qui a un humour absolument dévastateur. Une des grandes questions du livre, ce qui est aussi une des grandes questions de l'adolescence, et la grande question de Max, c'est le rapport à la norme. Il n'arrête pas, quand il lui arrive une tuile, de dire, mais est-ce que, dans une tuile, notamment dans ses relations avec les autres, de dire, mais est-ce que c'est à cause de ma maladie? Ouais.
Ouais, bah oui, mais ça, je pense que c'est un principe d'adolescence, effectivement. Mais même quand on n'est pas malade, hein, on voilà. se dit, c'est mon apparence. Est-ce que je suis trop grand? Est-ce que je suis trop gros? Est-ce que je suis trop petit? Est-ce que je me suis mal exprimé? On a tous un problème quand on est adolescent. On a tous un souci. Et lui, effectivement, il ramène tout à sa maladie. Ouais, c'est une façon quand même de faire écran aussi avec... et puis de se trouver des excuses. Il se trouve 2-3 excuses. Ouais. Néanmoins, c'est un autre thème d'actualité qu'on croise, le harcèlement, l'humiliation, on le surnomme la mitraillette, le stroboscope. Ouais. Alors là, je ne me suis pas éternisé, effectivement, sur tout ce qui concerne le harcèlement, parce qu'il y a énormément de livres qui traitent le sujet. Enfin, il est là quand même, en filigrane. Ouais, il est en filigrane. On sent que lui, voilà, il longe un peu les murs. Hein. On sent qu'il n'est pas forcément à son aise. Mais voilà, je ne me suis pas trop éternisé là-dessus. Mon sujet, c'était vraiment, effectivement, le moment où il va prendre les devants, il va se dire bon bah voilà, il y en a qui arrivent à s'en sortir, pourquoi pas moi, et donc il va prendre des initiatives pour essayer que son quotidien soit moins difficile. Parfois, j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. Je vous le feuillette juste pour que vous voyez. Ça a l'air comme ça se lit. Et peut-être ça a été écrit, mais ça se lit d'un souffle, c'est absolument palpitant. J'ai l'impression d'être une fausse note, dit Max à un moment du livre. Max qui est le héros de ce nouveau roman de Taïmark Le Tan. On vous retrouve juste après l'Anti-Sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes le 28 février, c'est un 28 février en 1869 que disparaissait Alphonse de Lamartine, poète et homme politique français, que l'on croise bien sûr dans les programmes de français, mais pas seulement, on va le voir en histoire, Lamartine aussi. Mais oui, on dit de lui que c'est le premier des romantiques et il a également joué un rôle important dans l'histoire politique de notre pays, on y reviendra. Alors Alphonse de Lamartine, il naît en 1790 à Mâcon, dans une famille aristocrate, opposé à Napoléon, et dans les premières années de sa vie politique, jusqu'en 1830 à peu près, Lamartine est ce qu'on appelle légitimiste. C'est-à-dire que pour lui, la seule dynastie légitime, ce sont les Bourbons. Donc, les descendants de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et d'ailleurs, en 1814, à la première restauration, Lamartine, il est garde du corps de Louis XVIII. Voilà pour l'histoire, enfin un morceau en tout cas, mais on va parler d'abord du poète Lamartine. On est en 1820, il publie son premier recueil, Les Méditations poétiques, et c'est un immense succès. Immense et immédiat. C'est ça. Surtout, l'ouvrage dévoile toute la mélancolie, le lyrisme et le romantisme de Lamartine. D'ailleurs, quand on étudie le lyrisme en cours de français, on est quasi certain, bien sûr, de trouver un extrait du Lac, un des poèmes les plus connus du recueil, avec ces vers. Ô temps, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Poème et recueil écrit après un gros chagrin d'amour, dont il a beaucoup de mal à se remettre, et suivent d'autres ouvrages, les Nouvelles Méditations en 1823, les Harmonies en 1830, année où Lamartine est également reçu à l'Académie française. Vous le disiez donc, Lamartine est aussi un homme politique, et ce qu'il voulait, c'était de réussir à combiner au fond tout, carrière diplomatique, carrière d'écrivain. Et bien, ce qu'il a tout à fait réussi à faire. Alors, je vous disais qu'il était légitimiste jusque dans les années 30, mais peu à peu, eh bien, il adopte des idées libérales et progressistes, ce qui fait que pendant la monarchie de Juillet, qui est le régime politique en France entre 1830 et 1848, année où la France a de nouveau un roi à sa tête, Louis-Philippe, eh bien, Lamartine ne le soutient pas. Au contraire, il fait figure d'opposant à ce régime. À ce moment-là, il est déjà député. Mais là, Lamartine, le légitimiste, s'engage de plus en plus à gauche, même s'il fait partie d'aucun parti politique. Oui, il fait partie de ces romantiques qui s'engagent auprès du peuple dans les luttes politiques et sociales. Et il y a lui, mais il y a aussi Victor Hugo. D'ailleurs, leurs parcours ont des similitudes. Tous les deux d'abord royalistes avant de devenir progressivement républicains, tous les deux députés, puis enfin, tous les deux engagés dans la lutte contre la misère. Si Victor Hugo prononce son célèbre discours contre la misère, Lamartine, lui, s'engage contre l'esclavage. C'est un des fondateurs de la Société française pour l'abolition de l'esclavage. Arrive 1848, la Révolution, et là, Lamartine tient un rôle majeur. Mais oui, révolution qui met fin à la monarchie de Juillet, remplacée par la Seconde République. À ce moment-là, on fait appel à Lamartine. Il est le chef de l'opposition. C'est lui qui proclame d'ailleurs cette Seconde République. Il est membre du gouvernement provisoire. Et on lui doit notamment l'instauration du suffrage universel masculin. À ce moment-là, il y a également un débat des symboles. Et on étudie souvent cette peinture, regardez, où Lamartine joue un rôle majeur puisqu'il impose le drapeau tricolore face au drapeau rouge, symbole révolutionnaire. Il dit « Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang », alors que le drapeau tricolore a fait le tour du monde. Voilà, on sent bien le poète derrière. Donc c'est un leader. On l'acclame et il se voit déjà élu président de la République lors des élections quelques mois plus tard. Et là, roulement de tambour, enfin. Si on a suivi ses cours d'histoire, le spoil est là, ça va mal se passer pour lui, cette élection. Tout à fait, puisqu'il perd face à Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, qui le bat haut la main. Défaite qui met donc fin
immédiatement à sa carrière politique, il est réduit au silence. Il continue à écrire dans les dernières années de sa vie, mais ces dernières années sont surtout marquées par des problèmes d'argent, et il meurt en 1869 à l'âge de 78 ans. Merci beaucoup, Lamartine, qu'on a tous étudié. Si on est plutôt fan de François Cavana, pas connu Cavana, vous êtes trop jeune, avec ses bacchantes absolues. Vous avez connu, vous, Cavana, forcément. Cavana, les Italiens. Les Italiens, les Rital, ça s'appelait, les Russes. Oui, les Rital, oui. Il avait donné une autre version du lac de Lamartine qui était autant suspend ton vol, j'ai loué la barque que pour un quart d'heure. Bon, ouais, c'est une autre version. Grand oral. Je vais vous donner un deuxième extrait de cet ouvrage de Taïmar Le Tan. Afin d'éviter de froisser les délicats, il serait convenable de mentionner une précision cruciale sur mon statut de menteur. Je ne suis jamais à l'initiative d'un mensonge. Je me permets d'alterner la vérité uniquement lorsque je réponds à une question. C'est là encore Max qui parle. Voilà, à deux options parfaites. Il s'invente des histoires, il invente des histoires. C'est dans le nouveau roman de Taïmar Le Tan, invité du Grand Oral. Parfois, j'aimerais que ma vie ressemble, ou que la vie ressemble à une comédie musicale. Il y a quand même plusieurs twists dans tout le livre, où on découvre que vous nous avez menti dans les grandes largeurs, monsieur l'auteur. Ouais, bah c'est... Ouais, je t'ai bien dit. Alors, bah, c'est le principe d'être auteur, d'écrire, raconter des histoires et raconter des coups. Et il y a une interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'une histoire. Ça revient plusieurs fois. Son père lui dit, ce qui compte, c'est l'histoire. Oui, c'est vrai que moi, quand j'attaque un roman, quand j'attaque une histoire, j'essaye toujours de la rattacher tant bien que mal à mon expérience personnelle. Et c'est vrai que les interrogations de Max, au bout d'un moment, j'essaie de les faire miennes. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, notamment dans la relation qu'il peut avoir avec son père qui est écrivain, il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que travestir un petit peu la réalité. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais il y a il y a un récit dans le récit, d'ailleurs. Hein. Oui, il y a un roman dans le roman. Oui, alors là, pareil. Moi, le roman dans le roman, c'est l'Odyssée. L'Odyssée un tantinet revisité. Un petit peu Armageddon qui débarque, tout ça, mais voilà. C'est ça, c'est Patrick sur son bateau. Mais il y a Pénélope. C'est l'élément fidèle. Commun. Ouais. Et moi, quand j'étais enfant, j'adorais l'Odyssée, quoi. Pour moi, c'était le voyage. Ulysse qui n'arrivait pas à rentrer chez lui, ça me fascinait, toutes les aventures. C'est vraiment mon... Les sirènes, on retrouve tout ça. Voilà, mon histoire préférée, quoi, la mythologie, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'était un de mes rêves, moi, d'essayer de glisser l'Odyssée dans un de mes textes. Ah ben là, c'est très réussi. Vous aimiez, quand vous étiez ado, vous raconter des histoires, et l'écriture est venue plus tard, en fait, c'est ça ? L'écriture est venue assez tard. Ouais. Moi, j'étais pas un littéraire hein. Quand j'étais à l'école, j'étais pas un excellent élève en français particulièrement. J'aimais ça, mais voilà, j'avais pas de bons résultats. Vous étiez bon en graphisme aussi. Ouais, je faisais du dessin, mais c'est vrai que je me suis... Bon, après, j'ai eu un parcours un peu chaotique au niveau de mes études. Mais voilà, l'écriture est venue, notamment avec ma rencontre avec mon épouse Rebecca d'Outremer, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Immense dessinatrice, illustratrice, peintre, elle est quasiment... Enfin, je veux dire, c'est elle qui m'a proposé d'écrire mon premier texte sur un album qui est sorti en 2003, qui s'appelle Baba Yaga. Et revisiter un conte russe. De fil en aiguille, voilà, j'ai saisi C'est Baba Yaga, vous ? Oui, je connais bien. Hein ? Et puis voilà, c'est comme ça que je suis devenu auteur, quoi. Écrire, c'était pour moi un moyen de communication qui était posé, réfléchi, sans excès d'émotion, sans confrontation directe. Vous avez dit ça dans un entretien un jour. C'est un peu comme le personnage de Max, finalement. C'est de poser on pose un petit écran avec le réel. Dès qu'on risque d'être débordé, lui il fait pareil, dès qu'il risque d'être débordé par son syndrome, il met des écrans. Alors après, il y a aussi une chose dans l'écriture qui compte beaucoup pour moi, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. Et souvent, dans mes livres, je retranscris des conversations, mais idéalisées, et avec les bonnes chutes, et avec les... vous dire que vos enfants, là, ils peuvent retrouver des morceaux de conversation que vous avez éventuellement eu, pas exactement comme ça. Pas forcément les enfants. Non, d'accord. Des fois, je règle des comptes avec ma femme. Allez-y, page combien? Pas dans celui-là, mais... Ah, pas dans celui-là. Non, mais... D'accord, vous faites la conversation, vous n'avez pas eu le dernier mot, mais là, vous avez le dernier mot. C'est vraiment l'esprit d'escalier. Des fois, dans une soirée, j'ai une conversation avec quelqu'un, et puis après, je me dis, ah mince, j'ai manqué de répartie, j'aurais dû lui dire ça, je vais lui dire ça, et je réattaque parce que votre femme, elle m'a dit exactement la même chose, mais sauf qu'elle, c'est dans certains dessins qu'elle fait, et ce personnage, notamment absolument atroce, en fait, c'était vous. Règlement de compte à distance. Il y a vraiment cet entrelac de récits de personnages imaginaires, on revisite
l'Odyssée. Vous l'avez dit, les voix sont très importantes aussi. On va venir au chant et à la musique dans quelques instants. Dans tout le roman, il y a la voix de Max, mais il y a aussi celle de ses amoureuses, celle de sa mère. Enfin, vous écrivez beaucoup le grain de la voix, l'importance des voix. Il se trouve que j'ai écrit ce livre et en marge, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Alors, me demandez pas de vous chanter une chanson. Pourriez nous chanter une chanson, s'il vous plaît? Non. Oh, quel désagréable. Non, mais bon. Allez. Et c'est vrai que je me suis beaucoup interrogé sur... Vous avez un problème à sortir le fa. Voilà, sur la façon de poser sa voix, sur le. Moi, je sais que je parle très doucement. J'ai une voix assez grave. Des fois, les gens ont du mal à m'entendre. Et à un moment, je me suis dit, prends des cours de chant. Et comme ça, tu continueras à parler grave, mais les gens t'entendront. Si tu arrives à trouver un petit peu de puissance. Ça marche pas mal. Ça marche, on vous entend là en tout cas. Ouais, ça marche pas mal. Marc Letan, on vous retrouve ainsi que Max juste après la récré pour continuer à parler de Parfois j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. C'est chez Actes Sud Jeunesse. La récré. Emma, rebonjour. Rebonjour Emmanuel. Vous reprendrez tout à l'heure votre débat sur je trouve que vous avez une voix grave. Non, Emma, oui. Je vais vous surnommer. Comment elle s'appelle la sainte qui protège les animaux? C'est pas une Rita quelconque? C'est Sainte Rita. C'est Rita. Oui. Alors Sainte Rita aujourd'hui. Sainte Rita, c'est moi. Emma, protectrice des animaux. Et mais des oui. causes perdues aussi. Et des causes perdues, Rita? Ouais. C'est elle. Ouais. elle. Des causes perdues. C'est moi. Oui, et là, donc protectrice des animaux. Comme je prends mon rôle très à cœur, je vais vous parler d'une super appli qui permet de sauver des animaux Oui, échoués. vous l'avez dit. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de trouver un animal échoué sur une plage. En France, ça arrive quand même assez fréquemment. Et quand ça arrive, on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien, si ça vous arrive, vous pourrez désormais télécharger l'application Blue Ice. Elle a été créée par 5 étudiants de l'école d'informatique InTech à Dax. Le principe, il est simple. Vous remplissez d'abord un questionnaire rapide sur l'état de l'animal que vous avez découvert. Est-ce qu'il est apeuré? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est très maigre? Est-ce qu'il a des difficultés à respirer? S'il est agressif, etc. Et selon la réponse et l'endroit où l'animal se trouve, eh bien l'appli appelle directement les pompiers ou le vétérinaire le plus proche. Et donc ça permet de raccourcir la chaîne des secours, de ne pas avoir à appeler soi-même, et puis surtout de tomber directement sur la bonne personne. C'est ça l'idée? Exactement, et c'est en ça que c'est novateur. L'appli sera disponible dans les prochains mois sur Android. Les étudiants la peaufinent encore un petit peu. Et d'ailleurs, ils seront évalués sur ce projet pour valider en partie leur 3e année. Donc on leur dit bravo pour l'initiative et on espère qu'ils auront une bonne note. Absolument, et on peut regarder en rediff sur YouTube l'émission notre quotidienne d'hier autour des gardiens de la planète, le film sur les baleines, puisqu'il y a un fil rouge dans tout le film, on ne va pas vous raconter la fin, mais avec une baleine échouée. Merci beaucoup. Merci. Emma. Grand oral, Marc Letan. Allez, un 3e extrait pour la route. Vous aurez compris que j'aime beaucoup le ton de ce livre. Ça se passe en page 202. Parfois, j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. C'est le moment, c'est la réplique qui donne son titre à l'ouvrage. La surface des choux s'est tendue, leur coloration est lumineuse. On parle de choux à la crème à ce moment-là. Tu vois, dit Max, dans les comédies musicales, tout se règle à coups de chansons. Les sentiments s'exacerbent, mais les protagonistes semblent tellement concentrés sur la musique qu'ils en oublient leur tracas. C'est comme s'ils se détachaient de la réalité pour s'élever au-dessus du monde. Le titre, il est venu comment? Avant? Il est venu après. Il est venu après. Vous êtes relu et vous êtes dit à ce moment-là... Ouais. Non, c'était une décision avec l'éditeur. Elle est pas mal. Ouais. Au début, le titre s'appelait Sick. C'était Sick entre parenthèses. Parce que c'est vrai qu'il y a un principe stylistique dans ce livre qui est très marquant, c'est les parenthèses. C'est la première fois que j'utilise des parenthèses. Ah, c'est vrai. Et c'était pour, il y en a plein. Il commente lui-même sans arrêt. C'était pour donner un rythme, effectivement, par rapport au syndrome de la Tourette ou les tics nerveux. Et là c'était pour trouver un écho dans l'écriture à cette façon de passer d'une chose à l'autre, de faire des apartés, de créer des apartés, donc d'avoir une communication à plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il y en a plein. C'est l'équivalent des didascalies dans le théâtre. Et au début, ça s'appelait Sick. Parce que pour dire qu'effectivement tout ce qui est dit dans le livre est vrai et c'était un clin d'œil. Mais c'est vrai que c'était plus moins direct. Mais c'était plus compliqué pour les ados. Après ça s'est appelé Tourette et puis ça allait pas parce que on s'était dit que les ados allaient prendre ça. Ça aurait été, je vous dis moi en le lisant en tout cas un peu réducteur par rapport à l'ampleur du bouquin qui raconte vraiment l'adolescence. Et puis c'est l'éditeur qui m'a suggéré, qui m'a dit tiens il y a cette phrase dans le livre quand même qui est assez forte. Ouais. Le titre est un peu long, donc ça a été compliqué. C'est moi qui ai fait je suis graphiste. C'est vous qui avez fait, oui, je sais, vous êtes graphiste, on l'a dit. C'est mon fiston, là, sur la. D'accord, je me demandais. Sur la couverture. Excellent. Et c'est vrai que, il a fallu prendre quelques partis pris pour
pour mettre en page le titre. Parfois... Voilà, et puis et insister sur comédie musicale, mais c'est le titre qu'on a retenu. Une écriture, je trouve, extrêmement variée, extrêmement musicale. Vous lisiez, ai-je lu, votre propre texte à voix haute pour les peaufiner. Vous continuez ? Oui, je continue. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de ma scolarité, effectivement, en français, où moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire, voilà, j'avais quand même des lacunes, et notamment en ponctuation, dans les termes stylistiques, des choses comme ça. Et je me suis aidé de ce que je savais, et notamment, bon, je fais un peu de musique, je suis pas musicien professionnel, mais et c'est vrai que la musicalité d'un texte, pour moi, importe énormément. Et je me dis que si un texte claque bien, sonne bien, la lecture sera d'autant plus fluide pour le lecteur. Et vous avez continué à le faire comme ça. Vous nous l'aviez mentionné il y a quelques minutes, vous dites j'ai eu un parcours un peu chaotique. C'est vrai que vous avez testé plein de trucs en matière d'études. Ouais, pas tant que ça. Rassurer les parents ou les enseignants ou les gens qui regardent et qui se sont confrontés à des jeunes qui ne savent pas. Non, mais je trouve ça... demander à un jeune de 15-16 ans ce qu'il veut faire plus tard, je trouve ça terrible, quoi. Moi, j'ai trouvé, on va dire, ma vocation. Je fais toujours du graphisme, mais j'avais 36 ans, quoi. Et entre-temps, voilà, j'ai fait des sciences, j'ai fait de la physique, de la bio. Je suis resté 3 ans à la fac, et puis la cafette était pas mal, mais puis après j'ai fait du dessin, et puis après de fil en aiguille, voilà, j'ai fait j'ai pas fait tant de choses que ça, mais c'est vrai que je me suis plutôt orienté vers les sciences avant de me dire. Et finalement vous êtes tombé amoureux, et Rebecca vous a dit allez, Baba Yaga, il faut l'écrire. Voilà, exactement. Ouais. Et vous êtes devenu écrivain. Il y a un mot qui revient très souvent, je trouve, dans le livre. Alors, je vais pas chercher les occurrences, mais bref, ou une notion, c'est l'idée de la vérité de l'émotion versus la vérité factuelle de ce qui s'est vraiment passé. Il y a plein d'endroits où ça revient. Alors pour moi l'écriture c'est ça, c'est vraiment la transmission d'émotions. Et moi rien ne me fait plus plaisir qu'un lecteur... Parce que j'avais passé, passant. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais l'essentiel est relaté. Voilà. Les émotions surtout. Voilà, et pour moi, transmettre une émotion, c'est ce qu'il y a de plus dur dans l'écriture. Pour moi, c'est ce que je vise. Et rien ne me fait plus plaisir quand un lecteur me dit oh bah ouais, j'ai lu ton livre, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer, voilà, qu'il est passé par différents... moi, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer. Et c'est des choses... ça me fait plaisir. Et non, voilà, pour moi, c'est un but, quoi. C'est vraiment un but, transmettre une... Des fois, il y a des émotions qui sont inexplicables. Des fois, on se réveille le matin, et puis on est de bonne humeur, on pêche, puis des fois non, ça va pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est des émotions, on n'arrive pas à leur coller un mot, on n'arrive pas à les définir vraiment. Et c'est ça que vous cherchez au fond. D'esprit, effectivement, que je cherche à transmettre dans mes... Ça ne s'est probablement pas passé de cette façon. L'essentiel doit être relaté, les émotions surtout. C'est un autre endroit du bouquin où vous dites à peu près la même chose. Arrêtez de mentir, c'est un gros enjeu du livre. C'est même une promesse qui est faite. On ne peut pas tout spoiler parce que bref, faites-moi confiance, il faut me croire sur parole parfois. C'est un gros enjeu du bouquin. Arrêtez de mentir, arrêtez de se mentir, c'est l'œuvre d'une vie en vrai. C'est pas qu'un truc de l'adolescence. L'écriture, c'est une thérapie un peu. Hein. non, mais c'est après, voilà, il y a des choses, s'accepter tel qu'on est. Et puis, voilà, après, moi, c'est vrai que, voilà, j'aime pas le mot message, parce que message, il y a un côté un peu trop sérieux, quoi. Mais, c'est un propos, on va dire. C'est le propos, soyez détendus. J'ai envie de dire ça aux enfants, leur dire, écoutez pas tout ce qu'on vous raconte, soyez vous-même. Puis, Et les vôtres alors, et notamment celui-ci Fiston, il fait de la musique, là. Il est en studio, il enregistre en ce moment. Et il l'a lu Non, il l'a pas lu. Comment ça, il l'a pas lu Il l'a pas lu encore, il va le lire, il va voir... j'espère qu'il va le lire. Hein. Mais il l'a pas lu avant, par exemple. La petite dernière a lu, mais elle lit tous mes bouquins, c'est ma première lectrice. D'accord. Et ma fille aînée aussi lit un petit peu, lit mes livres. Mais... Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Vous rencontrez des tonnes et des tonnes de lecteurs, mais que ce soit les jeunes, parce que vous allez à leur rencontre, dans des salons, des bibliothèques, etc. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans ce qu'ils peuvent vous dire ? Alors moi, ce qui me fait le plaisir, c'est sur la première série que j'ai écrite, c'est Jonah. Il y a 6 tomes. J'ai passé 5 ans à l'écrire. J'ai mis énormément de mois dans cette série. C'est une espèce de condensé de tout ce que j'avais exprimé à mes enfants notamment. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir des enfants qui sont allés jusqu'au bout. Et j'en ai rencontré quelques-uns. Et ils sont... Et ça, c'est cadeau. Voilà, et puis on sent qu'effectivement, là, il y a de l'émotion chez eux. Et voilà, j'en ai rencontré quelques-uns. Et là, ça me touche énormément. Time-Mark, Le Tan, parfois, j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. La série Jonah aussi. Il y a une autre série, évidemment, le titre va m'échapper au moment où j'ai besoin de le dire. Vous avez fait plusieurs séries. Oui, j'ai fait Le Jardin des Épitaphes. Le Jardin des Épitaphes. Voilà.
Voilà. Et j'ai fait aussi Les 7 de Babylone. Exactement. Et là, j'ai un petit peu arrêté avec les séries. Alors, mon dernier, c'est un western. C'est pas une série, c'est une trilogie. Donc, il y aura 3 westerns, un peu comme la trilogie du dollar de Sergio Leone. Là, le second est en relecture et le troisième est en premier chapitre. Allez, valeur sûre de toute façon de l'écriture, de la littérature. Jeanne Estay, Marc Le Tan, vous lisez le dernier, vous lisez les autres. L'émotion, elle est toujours au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Emma, vous allez céder la place à Amélie Paris, Les années collège. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, professeure documentaliste au collège Utrio à Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Vous allez aujourd'hui nous parler du logiciel qui a changé la vie d'absolument tout le monde au collège, notamment les enseignants, les CPE, les chefs d'établissement, vous-même professeur documentaliste et évidemment les élèves, les parents. Gain de temps, nous disent les uns, hyperconnexion très désagréable, nous disent les autres. J'ai nommé Pronote. Vous l'avez reconnu. Et alors moi, combien de fois par jour j'entends Madame Ouais. Paris, est-ce qu'on peut aller sur les ordinateurs pour se connecter à Pronote? Alors je dis mais pourquoi vous voulez aller sur Pronote? Pour voir notre emploi du temps, pour voir si on a des profs absents, pour voir nos notes, pour voir notre moyenne, si elle a changé. Toute la journée en fait. C'est toute la journée. Alors ce qui est drôle, c'est que moi, en tant que prof doc, je suis sûrement la prof qui utilise le moins Pronote dans la journée, puisque je remplis pas tous les bulletins, je ne fais pas toujours l'appel, je donne pas de devoirs. Donc c'est moi qui m'en sers le moins et je communique davantage avec les élèves par le biais de l'ENT, l'environnement numérique de travail, ou par le site du CDI. Ouais, mais vous êtes maman. Et comme maman, vous le connaissez, Pronote. L'intention initiale du concepteur, c'était un ancien professeur de mathématiques, c'était de permettre aux enseignants de gagner du temps pour mieux se consacrer à l'accompagnement des élèves. Donc c'est quoi exactement Pronote pour celles et ceux qui ne le sauraient pas? Alors c'est un logiciel qui permet de centraliser toutes les informations essentielles de l'élève avec tous les acteurs de la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, la vie scolaire et les parents. Donc les professeurs de discipline, eux, vont l'utiliser pour saisir les notes et ou les compétences, pour les absences, ouais. pour remplir les cahiers de texte après chaque heure de cours, pour gérer les devoirs et les différentes ressources pédagogiques disponibles pour les élèves. Les parents. Alors, les parents d'élèves ont également accès aux informations concernant l'établissement, la classe ou leurs enfants et leurs notes. Et puis les personnels de vie scolaire, ils ont un Pronote secret qui n'est pas accessible au commun des mortels. Ouais, avec beaucoup de fonctionnalités spécifiques liées à leurs besoins, mais ça, je n'en parlerai pas. C'est le seul logiciel de ce type, Pronote? On Non. va parler que de lui, mais ah oui, Non, voilà. non, mais il écrase la concurrence. Ouais. Il est utilisé dans 68% des collèges et des lycées français, soit plus de 10 000 établissements. Et la décision de renouveler l'abonnement annuel à Pronote revient au chef d'établissement, mais fait rarement débat au sein des équipes éducatives. Vous nous disiez que Pronote permet aux enseignants de remplir les bulletins, ce qui autrefois se faisait, moi de mon temps, en salle d'épreuve, d'énormes registres, qui n'avaient pas tellement le droit de sortir d'ailleurs, et là ils devaient recopier à la main. Mais oui, et aujourd'hui, d'après mes collègues, parce que moi je n'ai pas connu la vie avant Pronote, c'était un moyen qui permettait des temps d'échange justement entre collègues sur les élèves. Alors que vous n'étiez pas seul le soir à la maison, quoi. Mais non, alors qu'aujourd'hui, avec Pronote, on est seul devant son ordinateur, donc beaucoup d'enseignants quand même s'accordent à dire que Pronote renvoie chacun chez lui et isole. Ça fait partie de ces petits défauts. Pour la vie scolaire, c'est quand même un gain de temps considérable. Hein. Oui, c'est un grand gain de temps. Quand on demande au CPE, ils sont contents. Mais oui, et aux surveillants aussi, puisque avant ils devaient passer dans les classes pour récupérer tous les petits bulletins d'absence. Que les enseignants avaient fait. Maintenant, tout est automatique avec Pronote, donc ça c'est du temps gagné qui permet d'être plus sur le terrain. Alors par contre, maintenant on reçoit automatiquement, en tout cas en tant que parent, on reçoit automatiquement un SMS qui nous dit votre enfant a été absent de l'établissement ce jour de telle heure à telle heure. Merci de nous contacter au plus vite afin de régulariser cette situation, même parfois pour un simple retard. Oh là 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 là, vous recevez jamais vous ce genre de SMS, j'imagine. Mais bien sûr que oui. Ah si, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font les enfants? C'est pas possible. Mais bien ça. sûr, si mon fils est en train de draguer dans la cour de récréation, je vais être au courant parce qu'il va arriver en retard, donc je vais recevoir ce. Et s'il est en train de draguer, vous l'engueulez ou vous lui dites c'est bien mon fils? C'est bien. C'est bien. Évidemment, je lui dis c'est bien, mais en tout cas, je suis pas très contente parce que j'ai quand même peur, moi, au moment où je reçois ce SMS. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle. Au cas où il serait en train de faire autre chose. Est-ce qu'il s'est pas fait écraser sur la route en allant au collège? Est-ce qu'il lui est pas vraiment arrivé quelque chose? Donc, j'appelle mon fils sur son téléphone portable, qu'il oublie toujours d'éteindre. Oui, mais alors s'il décroche, il va avoir des ennuis. Il va avoir des ennuis, il va avoir une heure de retenue qui sera mise sur
Pronote. D'accord. Donc en fait, c'est une version extrêmement perverse que même, maman Amélie vient d'avoir de lui dire ne drague pas dans la cour de récré, tu vas te prendre une heure de colle. On termine avec d'un mot les principaux concernés, CPE, élèves, enseignants. Oui, alors Romain, le CPE donc, du collège Maurice Utrio, m'a dit j'adore Pronote. C'est le carnet de correspondance 2.0, voire 3.0. À terme, j'aimerais même faire disparaître les carnets de correspondance. Tout passera par Pronote. Les élèves à qui vous avez posé la question. Alors les élèves, Sadio, il m'a dit c'est super, on voit nos notes très vite et dès qu'un prof est absent, on peut le savoir avant de venir au collège, ce qui leur permet précieux. D'éviter une heure de permanence. Et Cédric, le prof de lettres, alors lui m'a dit c'est pratique, mais les fonctionnalités se multiplient et les tâches aussi. Le mot de la fin à la mère d'élèves et non à la prof documentaliste. Oui, Ou à alors, l'espèce. En tant que mère un peu stressée, hein, comme vous l'avez remarqué, Pas du tout. et un peu hyper connectée, je suis tout le temps sur Pronote, avoir les notes de mon fils, donc je les vois avant que lui me les donne. Donc finalement, je fais même plus attention à la copie, cet échange qu'il y avait autrefois quand on donne la copie avec sa note. Je fais plus attention à la copie, donc à ses erreurs. Donc je trouve ça un peu. Ceci dit, tout ça peut se recréer quand même. Oui, voilà. J'en suis consciente. Merci beaucoup. Ça, je ne me serais pas permis. Mais c'était en règle générale, parce que vous disiez que les enseignants regrettaient un petit peu le manque d'échanges outils à l'occasion de la notation. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Les années collège. Merci beaucoup à toutes et à tous, et notamment à l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée aujourd'hui en régie par Dylan Coller, Saïd Mamou pour le son, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.